Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Adèle Torrance, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coprésidente du Parti Vert Suisse, conseillère nationale vaudoise. On Oui. va parler de politique verte, d'écologie. Mais avant, je vous ai cherché sur Google. Vous vous cherchez sur Google, évidemment, Adèle Torrance. Non. Jamais, vous n'avez jamais fait ça? Non, j'ai jamais fait ça. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous savez qu'il y a les résultats de recherche, Oui. mais il y a surtout les suggestions de recherche. Vous Les connaissez journalistes ça? ont déjà fait ça. Alors c'est la seule fois où je m'y suis intéressée, à vrai dire, des journalistes avaient fait ça. Ouais, Et pour moi, ce qui sortait, c'était la famille, ma maison, C'est ma ça. fille. C'était ça, Alors, plutôt ça que déprimerait. le nucléaire ou, c'est ou ça. d'autres choses. Ouais. Alors, c'est Adèle Torrance, maison. Ensuite, Adèle Torrance, bébé. Et alors, le troisième est dans glamour. Adèle Torrance, toilette sèche. Ah bon? Vous avez parlé de toilette sèche à un moment dans la presse, non? Quelque part. En tout cas, ça ressort. Les gens recherchent Adèle Torrance, toilette sèche. Alors ça me surprend parce que je me souviens pas d'en avoir parlé. Mais D'accord. visiblement. Alors, c'est peut-être la question sur la maison écologique. Oui, On mais va- je n'ai pas de toilette sèche, justement. Ah bah justement. Alors, donc vous vivez dans une maison écologique. Oui, C'est dans le canton de Vaud, juste Oui. au-dessus de Lausanne. tout à C'est fait. une maison que vous avez construite avec votre mari, compagnon, mari. Marie? En deux mots, de quoi s'agit-il? Puisque manifestement, ça intéresse beaucoup les internautes. Alors, c'est une maison passive, c'est-à-dire que c'est une maison qui fonctionne avant tout au solaire. C'est une maison qui est très étanche, donc on n'a quasiment pas besoin de la chauffer, c'est ça qui est magique. Mais vous Elle- dites, je sais plus, à peine 4-5 kilos de bois et c'est bon pour l'année. Hein. C'est des stères, on compte en D'accord. stères, et c'est moins. D'accord. Mais non, principalement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on chauffe la maison avec le rayonnement solaire. C'est une maison qui est conçue pour être écologique dès le départ, donc c'est pas une maison comme les autres. Elle est entièrement vitrée sur tout le côté sud, et c'est ces vitrages qui font un effet de serre qui est très efficace, et ça chauffe la maison. Et En l'été? hiver, alors, Ouais. en hiver, quand il n'y a pas beaucoup de soleil, pendant plusieurs jours on n'a pas de soleil, on a un petit poêle à bois, et c'est un petit poêle à bois qui chauffe à la fois la maison mais aussi l'eau pour les douches. Et puis ça permet de compenser si vraiment on n'a pas de soleil pendant plusieurs jours d'affilée. Mais c'est vraiment une maison qui est très économe, elle est très efficiente, et en fait on n'a quasiment pas besoin de la chauffer parce qu'il n'y a pas de déperdition. Et c'est très confortable, ça c'est un message que j'essaie toujours de faire passer, l'écologie c'est pas la privation. J'ai une maison très confortable. Évidemment que c'est possible d'avoir une maison comme ça que si on l'a construit dès le départ, mais quand on a un appartement normal, entre guillemets, ou une maison normale, on peut aussi isoler les vitres, isoler la maison en général, puis on obtient aussi des très bons résultats, on a moins besoin de chauffer. Ce qui est fort avec vous, c'est que quand vous parlez de votre maison, vous parlez de vos idées. Et Dieu sait que ce n'est pas le cas de tous les politiciennes et toutes les politiciennes et tous les politiciens. Ça veut dire que vous vous arrêtez jamais, que dans votre vie de tous les jours, vous êtes toujours conforme à vos idées, à votre idéologie politique. Je ne suis pas parfaite, je suis comme tout le monde. J'ai des idées, j'essaie de les appliquer le mieux que je peux dans mon quotidien. Je le fais avec une certaine facilité, justement, parce que ma vision de l'écologie, c'est une vision de la qualité de vie. Donc, je n'ai pas l'impression de me priver. Alors, évidemment, je ne prends pas l'avion régulièrement. Je crois que la dernière fois que je l'ai pris, ça doit être il y a 5 ou 6 ans. Donc, je le fais que de manière assez relativement exceptionnelle. On a une voiture dans la famille, mais moi, je me déplace principalement en transport public. Et notre voiture fonctionne à l'éthanol. C'est de l'alcool qui est produit à partir de déchets de bois. En Suisse, on n'a pas de... Ah donc c'est vous qui d'éthanol, roulez à voiture à éthanol en Suisse. Il y a dû avoir quoi, 3-4 personnes? Il n'y a non? malheureusement pas beaucoup de personnes parce que c'est assez difficile de trouver cet éthanol dans les stations d'essence. Mais Vous nous, êtes on en en a panne. une tout près à la Blécherette, il y a une station D'accord. d'essence qui vend de l'éthanol. Donc si on habite pas trop loin d'une telle station d'essence, ça vaut vraiment la peine. Mais c'est une voiture qui est normale, enfin, elle a l'air tout à fait normale, simplement quand vous manœuvrez, ça sent l'alcool, ça sent pas les gaz. Non, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais ça sent vraiment l'alcool comme au bistrot. Oui, vraiment l'alcool, enfin pas, ça sent pas le bon vin, hein, ça sent vraiment l'alcool pur. Et c'est parce que c'est vraiment cet éthanol, c'est fabriqué à partir de déchets de bois et c'est de l'alcool. Ça Et va séduire certains consommateurs. Ça produit beaucoup moins de CO2 que l'essence. D'accord. Donc c'est vraiment un bon système. Mais lors de l'éthylotest, aucun souci. Alors ça, évidemment, ça dépend du conducteur, Ah, d'accord. pas du véhicule. D'accord. Ça ne On fait pas dispense souffler pas le le véhicule. conducteur de faire attention à ce qu'il boit quand il rentre en voiture le soir. Ok. Adèle Torrance, 2 mots encore sur ces fameuses toilettes sèches. Justement, ça explique bien, vous faites attention à l'écologie, mais aussi à votre confort. Ça doit être ça la Voilà. raison de Alors, ces pas non-toilettes vraiment, sèches, parce non? que j'ai l'impression que ces toilettes sèches, c'est pas moins confortable que des toilettes normales. Il y a quand même une petite étape où il faut aller vider voilà, le contenu des toilettes. disons, il y a une manutention qui, pour ne rien vous cacher, a suscité le veto, un veto dans ma famille. Ouais. Et ça fait qu'on n'a pas de toilettes sèches. Donc cette Mais- manutention, que ce soit clair pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aller
vider en fait ses toilettes voilà, en fait, dans son jardin. non, pas dans son jardin. En fait, ça donne un espèce de terreau. Moi, j'ai visité, il y a d'autres maisons écologiques qui, justement, ont adopté ce système de toilettes. Disons, l'idée, elle est assez logique, hein, de faire ses besoins dans de l'eau potable. Je veux dire, c'est assez absurde si on y réfléchit sérieusement. Ce système-là, ça permet justement d'avoir une espèce de compostage. Et puis, on obtient, moi, j'ai vraiment vu, hein, j'ai visité, a priori, c'est vrai que ça nous dérange, hein, cette idée, mais j'ai visité une de ces maisons avec des toilettes sèches, et c'est assez impressionnant. En fait, c'est du terreau. Et ça sent bon. C'est du terreau comme celui que vous allez acheter dans votre douite pour faire vos plantations dans votre jardin. Donc ça marche tout à fait bien. Mais il s'est trouvé que chez moi, on n'a pas adopté ce système. Je n'ai pas adopté tous les systèmes écologiques qui existaient. On a fait une pesée des intérêts pour toutes les options qui nous étaient offertes. Et puis, il se trouve que pour les toilettes, on a des toilettes normales. On a un système de récupération des eaux. On a fait toute une réflexion sur la gestion des eaux. Donc, on a une mare en bas du jardin qui n'est évidemment pas liée aux toilettes, je vous rassure tout de suite. Mais c'est les eaux de ruissellement du terrain et du toit qui sont récupérées là. Et ça fait un biotope qui est très sympa, très joli à regarder. Et puis, c'est clair qu'on a aussi tous les systèmes d'économie d'eau dans les salles de bain et compagnie. Mais ça, c'est vraiment des choses qui sont maintenant à la portée de tout le monde et puis qui n'ont aucun impact sur le confort ni sur le budget. Il y a finalement énormément de choses. Comme vous dites, ça, c'est à la portée de tout le monde. Je vais vous sortir l'argument bateau de base. Vous avez une belle maison qui est bien dans vos idées, mais qui est bien chère aussi, non? Alors, il y a un surcoût, ça, il existe, mais il n'est pas si important que ça. Et puis, on peut aussi, quand on construit une maison, il y a des choix qu'on fait. L'espace, par exemple, moi, je n'ai pas une maison qui est gigantesque. En fait, elle correspond à la moyenne de surface que les Suisses occupent par personne. Donc, on est tout à fait dans la moyenne, ce n'est pas une grande maison. Donc, on peut aussi faire des choix de ce type-là. Hein. Si vous ne faites pas une maison gigantesque, elle est aussi un petit peu moins chère. On a aussi beaucoup économisé sur les matériaux en choisissant des matériaux très simples, des matériaux naturels. Hein. Il y a aussi une grille, on peut aussi chercher à utiliser des matériaux qui sont moins polluants. C'est en général des matériaux simples et qui coûtent justement moins cher. Donc voilà, c'est un équilibre. Le budget global d'une maison, ça dépend de toute une série de critères. Et puis, à moyen terme, on est de toute façon gagnant avec une maison écologique parce que moi, je n'ai pas des très gros frais de chauffage parce que c'est le soleil qui me chauffe. Hein, si vous avez maintenant du mazout, ça coûte très cher. Si vous avez de l'électricité, c'est encore pire. Et surtout si c'est mal isolé. Et surtout si c'est mal isolé, ça ne va pas aller en s'améliorant parce que les énergies qui sont non renouvelables vont être de plus en plus rares et donc de plus en plus chères. Donc, vous avez un investissement de départ qui peut paraître relativement important, mais après, vous gagnez avec les années. Évidemment, quand on est locataire, la question se pose autrement. Là, il faut discuter avec le propriétaire et puis il faut faire pression, expliquer, on peut toujours essayer. Et obtenir justement qu'il y ait ces investissements dans tous les logements. Aujourd'hui, il y a des subventions d'ailleurs. Hein. Moi-même, pour ma maison, j'ai bénéficié de subventions. Il y a des subventions pour tout le monde. Et puis, ça vaut vraiment la peine d'investir. Maintenant qu'on sait tout sur votre maison, on va parler de vous un peu, Adèle Thorens, coprésidente, je le disais, du Parti vert. C'est un peu nouveau, hein, ça, une double présidence, une présidente vaudoise, une présidente suisse-allemande. Oui. Comment ça se passe d'abord, cette sorte de... Alors, c'est pas nouveau d'abord. Chez les Verts, c'est pas nouveau. Il y a déjà eu des coprésidences, c'est dans de nombreux partis. Ce qui est nouveau, c'est qu'il s'agit de deux femmes. Ça, c'est nouveau. Oui, ça, c'est vrai. Et ça, c'est une révolution. Alors, une révolution, j'en sais rien. Pour moi, ça paraît tout à fait normal parce que je vois pas pourquoi des femmes pourraient pas diriger un parti. Chez les Verts, c'est aussi quelque chose de tout à fait normal. On n'a jamais eu de difficulté à confier des responsabilités aux femmes dans ce parti. Mais disons, l'idée, c'était déjà de représenter la diversité du parti, les différentes sensibilités, d'avoir plusieurs visages. L'idée, c'était aussi de coller aux sensibilités linguistiques parce que la Suisse, c'est un pays avec au moins 2 grandes régions. On oublie parfois le Tessin, mais comme je parle italien, je m'occupe aussi de nos amis tessinois. Mais, vous êtes chargé des questions de minorité, alors. Exactement, les minorités linguistiques. Donc, c'est aussi intéressant, je trouve, pour les membres d'un parti, pour les électeurs, les citoyens, d'avoir quelqu'un qui parle sa langue et puis qui est de la même culture, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement une question de langue, on a aussi des différentes cultures, ce qui est en plus une richesse. Mais vous savez comment sont les médias. Je dirais de répartition du pouvoir. Chez les Verts, on a cette idée de dire on est plus intelligent à plusieurs, on est plus intelligent dans le dialogue. Et le fait de concentrer tous les pouvoirs sur une personne, ce n'est pas forcément optimal du point de vue de l'intelligence des décisions. Si on peut dialoguer à plusieurs, on est plus intelligent. Mais d'un point de vue de communication médiatique,
une seule personne pour incarner le parti, ça pourrait peut-être porter ses fruits. D'ailleurs, les analystes politiques citent justement cette coprésidente comme l'une des raisons d'une certaine perte d'affection du public pour les Verts. Est-ce que vous y croyez, ça? Non, alors pour mon Dieu, ce serait tellement simple s'il suffisait d'être tous les jours dans les médias en photo pour avoir des bons résultats aux élections. Bon, ça joue quand même. C'est beaucoup plus compliqué. Oui, il ne faut pas descendre en dessous d'un certain seuil. Mais soyons honnêtes, je ne pense pas que Régularité et moi soyons absentes des médias. Il y a, disons, une différence importante, c'est que si vous demandez aux Suisses allemands s'ils me connaissent, probablement que je suis moins connue que Martin Bäumle ou d'autres présidents qui sont actifs au niveau alémanique. Ouais. On a une spécialisation médiatique entre Régularité et moi. Elle est plus présente en Suisse alémanique, je suis plus présente en Suisse romande. Mais je pense que si vous demandez aux Romands s'ils me connaissent ou s'ils ont déjà entendu parler de moi, je pense tout de même que j'ai un taux de notoriété qui est tout à fait acceptable sans prétendre à être une star. C'est d'ailleurs pas mon objectif. Maintenant, cette présence, oui, elle doit exister. Mais je ne verrai pas l'explication des moins bons résultats des Verts ces derniers temps. Ça, je ne le nie pas. On a fait des moins bons résultats, beaucoup moins bons dans certaines régions ces derniers temps. Je pense qu'il y a une crise qui est plus profonde et sur laquelle nous travaillons, les deux coprésidentes. C'est, je dirais, une crise de vocation des Verts d'une certaine manière. Pendant très longtemps, on a été vraiment un petit parti oppositionnel. On a eu des idées avant tout le monde. La question nucléaire, on l'a thématisée avant les autres, l'épuisement des ressources, la biodiversité, etc. C'est tous des thèmes qu'on a été les premiers à thématiser. Et puis aujourd'hui... Vous avez fait des bonnes fiches pour les autres partis. Exactement. En fait. Aujourd'hui, pendant longtemps, on n'avait pas de compétition, je dirais, sur le thème environnemental. Toutes les personnes sensibles à l'environnement votaient pour nous parce qu'on était plus ou moins seuls sur le marché, entre guillemets. Et maintenant, c'est clair qu'il y a une concurrence dont on doit tenir compte et on doit être plus compétitif. C'est aussi simple que ça, on n'est plus tout seul. On doit montrer qu'on est meilleur que les autres. Plus radical, plus compétitif? Alors, compétitif, ça ne veut rien dire en soi. Je ne pense pas que c'est le fait d'être radical qui soit intéressant en général pour quelque parti que ce soit. Je pense qu'il est intéressant, c'est d'apporter des solutions qui correspondent aux attentes de la population. C'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, pendant assez longtemps, en étant un parti vraiment oppositionnel, par la force des choses, ce n'est pas qu'on avait envie d'être oppositionnel, c'est tout simplement qu'on n'était pas assez écouté. On était très seuls avec ces thèmes que l'on portait. Aujourd'hui, on est beaucoup plus écouté concrètement dans la population, même si on fait des moins bons résultats, c'est là le paradoxe. Et peut-être que les citoyens attendent de nous des propositions plus concrètes, axées sur des solutions constructives qu'on puisse mettre en œuvre avec d'autres partenaires, puisque maintenant on arrive pour certains sujets à obtenir des majorités. Je pense évidemment à vous dites plus concurrent, vous dites partenaire maintenant. Ben, si on est d'accord, oui, bien sûr. D'accord. Oui. En fait, vous avez un peu poussé un wagon, celui de l'écologie. Oui. Maintenant qu'il est dans la pente, vous vous êtes retrouvé dans la position du pousseur qui est resté en haut tout seul. Voilà, c'est un petit peu ça. Et on doit maintenant montrer au niveau fédéral, parce que je pense qu'on a beaucoup plus de succès actuellement sur le terrain. On a beaucoup d'élus dans les exécutifs aujourd'hui, dans les cantons, même dans les communes, même parfois dans des petites communes rurales. On dit parfois les écolos, c'est des bobos qui vivent en ville, mais on a des élus dans les exécutifs. 2-3 bobos à la campagne aussi. Voilà, il y en a aussi quelques-uns à la campagne. Je ne sais pas si c'est des bobos, mais en tout cas, ce sont des habitants de la campagne. Ouais. Et là, on a vraiment une confiance de la population sur notre activité de terrain, de mise en œuvre. Comment on peut, si on veut, appliquer les principes du développement durable concrètement. Et ça, jusqu'à maintenant, je pense qu'au niveau fédéral, on a moins eu l'occasion de le montrer. Et c'est ce qu'on doit montrer maintenant. Et Régularité et moi, on est convaincus toutes les deux. Régularité, c'est elle-même une exécutive. Elle est encore pour quelques mois municipale à la ville de Berne. Donc elle a cette expérience vraiment de terrain, de mise en œuvre. On est convaincus toutes les deux qu'il faut maintenant mettre en avant ces compétences-là et plus seulement, je dirais, la promotion d'idées générales dont on cherche à convaincre les autres partis et les citoyens. Mais vous dites trouver des solutions, rassurer l'opinion. En attendant, toute la Suisse va vers ce plan d'énergie 2050. Oui. Donc tout le monde est d'accord pour faire des concessions sur certains points, pour changer certaines choses. Tout le monde est d'accord. Et il faut pas oublier qu'il reste une opposition assez forte. Il y a toujours des partis qui soutiennent le nucléaire. Oui. Maintenant, la question, je dirais, c'est plutôt comment on va sortir du nucléaire et quand. Il y a un enjeu très important, c'est la durée de vie des centrales actuelles. On a actuellement des centrales qui fonctionnent et puis il va falloir les retirer du circuit. Et la question, c'est quand et comment.
La question du quand, elle est importante parce que si on ne prend pas des mesures assez fortes, assez radicales, là, je pense qu'il faut utiliser ce mot-là, je n'ai pas peur de le faire, pour avoir assez d'électricité verte sur le marché et pour faire baisser notre consommation, là où on peut faire des économies, et là le potentiel est absolument gigantesque, eh bien si on ne fait pas cet effort radical rapidement, on va être tenté, et c'est une tentation de confort, hein, de paresse, de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires actuelles. Ou de remplacer par autre chose qui n'est pas vraiment écologique. Tout à fait. On peut penser aux centrales à on gaz, aura par exemple. des vieilles centrales nucléaires qui vont devenir de plus en plus dangereuses, ou bien on va avoir cette solution de facilité du gaz, mais qui pose des problèmes à cause des émissions de CO2. Là, on revient à la voiture. Hein, on n'a pas seulement l'enjeu de la sortie du nucléaire, on a aussi l'enjeu du réchauffement climatique. Et si l'un des problèmes se règle au détriment de l'autre, on n'est finalement pas très gagnant. Bon, vous dites il faut rassurer. Là, vous êtes en train de nous dire qu'il va falloir faire des économies. Moi, ça me rassure pas. Non, ça devrait pas vous inquiéter parce que quand on dit faire des économies, ça veut dire qu'on gaspille. Et quand on gaspille, c'est de la consommation qui est inutile, qui vous apporte rien pour votre confort, puis c'est de la consommation qui vous coûte. Donc les économies d'énergie, c'est un domaine où justement on arrive très bien à collaborer avec les entreprises et avec les milieux qui sont attentifs au bilan financier en général, parce que c'est vraiment un gaspillage à la fois d'énergie, mais c'est aussi toujours un gaspillage d'argent. Et là, il y a vraiment la possibilité, à la fois avec des technologies qui sont différentes, qui sont plus économes, mais aussi avec des changements de comportement qui sont parfois très simples, d'avoir vraiment des économies sans pour autant avoir une baisse au niveau de la qualité de vie. Au contraire, hein, c'est ce que je dis toujours avec cette maison que j'ai et cette voiture. Le niveau de confort est égal, voire supérieur à celui qu'on peut obtenir avec des technologies polluantes. On peut vraiment réussir à avoir ces économies-là sans avoir l'impression de retourner dans une caverne. Je pense au contraire, chez les Verts, on a une propension à promouvoir l'innovation et puis les nouvelles technologies. Quand vous regardez, j'en sais rien, les ampoules électriques, je ne sais pas ce que vous avez ici. Mais, écoutez, on va tout démonter, on va regarder. Les LED, ces nouvelles ampoules, elles sont extrêmement efficaces. Et puis sur le long terme, elles coûtent moins cher parce que vous dépensez moins d'énergie, donc votre facture est moins élevée. De toute façon, un jour, on pourra acheter plus que des LED, probablement. Mais certainement, c'est l'objectif, c'est ça. On doit aller vers une transition à la fois de technologie et puis de comportement, changer les comportements. Et de nouveau, ce n'est pas toujours des comportements qui sont désagréables. Il faudra changer de comportement, mais ça va faire du bien. C'est votre message. Oui, en tout cas, moi je le vis au quotidien de cette manière-là. Et j'aurais pas du tout envie de défendre ou bien un retour en arrière à quelque chose d'obsolète ou de déplaisant, ou bien je dirais un espèce de misérabilisme. Je pense qu'il ne s'agit pas du tout de ça. Adèle Torrance, on ira voir tous les conseils parce que tous ces conseils existent sur Internet. Après tout, on peut ici expliciter des idées et pas toujours des conseils. Parce que c'est vrai qu'à force de parler de conseils, on ne parle plus tellement d'idées. Mais avant de parler d'idées, j'aimerais visionner avec vous une vidéo qui n'a rien à voir avec les idées. Alors, Adèle Torrance, vous savez qu'il y a une femme qui porte votre prénom et qui a un gros succès dans le monde entier. Oui, la chanteuse. La chanteuse Adèle. On regarde un extrait et on en parle parce que vous avez un autre point commun depuis quelques jours. Je vous promets. Regardez un extrait de Adèle. Voilà, Rolling in the Deep de Adèle, vous connaissiez évidemment. Oui, elle a une voix magnifique. Ouais. Elle va faire le prochain James Bond, la bande originale, enfin le James Bond qui est actuellement au cinéma. Et vous savez qu'elle a eu un bébé et que le web entier en parle. Alors ça, je ne savais pas qu'elle avait eu un bébé. D'accord, mais c'est tout récent. C'est tout récent. Mais en même temps, vous n'allez pas vivre différemment maintenant qu'elle a eu un bébé. Par contre, j'ai vu que ça aussi, ça faisait partie des mots-clés qu'on recherchait sur Google à votre sujet. Donc vous êtes notre Adèle qui avait eu un bébé et vous en parlez aussi un petit peu dans les médias. Et surtout, les internautes se posent des questions. Est-ce que de jouer ce jeu-là, entre guillemets, de la pipolisation, en tout cas de l'exposition d'une partie de la vie privée, ça vous a posé problème ou vous vous y êtes plié avec plaisir? J'ai mis des limites très strictes, c'est-à-dire que personne n'a jamais entendu dans les médias le nom de ma fille et qu'elle n'a jamais été, elle ne sera jamais en photo nulle part dans les médias. Ça, c'est très clair. D'accord. Maintenant, la limite, sur ce point-là, vous êtes d'accord avec Adèle?
Très bien. Alors, je suis enchantée qu'elle ait aussi cette position. C'est une bonne nouvelle. Je pense qu'un enfant, il n'a pas choisi d'être l'enfant de telle ou telle personne. Et puis, moi-même, j'assume le fait d'être une personne publique. Ça fait partie de mon travail. Ça a des avantages et aussi des inconvénients. Je suis prête à l'assumer. Je l'ai choisi et je l'ai décidé. C'est pas le cas de ma fille, donc il n'est pas question que je lui impose ça. Maintenant, le fait d'en parler, j'ai trouvé ça intéressant parce que à l'époque où je suis tombée enceinte, parce que moi j'ai une petite fille de 2 ans, c'était pas si courant que ça au Parlement d'avoir une parlementaire avec un gros ventre qui se promène dans les travées. On était à l'époque 2 femmes à être enceintes en même temps. Il y avait ma collègue Yasmine Outer de l'UDC qui était aussi enceinte presque en même temps que moi. Et puis elle a arrêté son mandat en disant qu'elle considérait que c'était pas possible d'être mère et de faire de la politique. Et on m'a beaucoup interpellée là-dessus. J'ai trouvé intéressant de dire aussi aux femmes en général, de dire aussi, voilà, c'est un choix que vous pouvez faire, de faire une carrière, y compris une carrière politique assez exigeante, tout en ayant un enfant, qu'on peut trouver des solutions pour gérer ça, et puis que le choix, c'est pas seulement ou la carrière ou la famille qu'on peut essayer. Je ne nie pas que ça pose des difficultés, je le vis au quotidien, mais on peut aussi faire ce choix. C'était un débat intéressant, et depuis, il y a eu un baby-boom incroyable au Parlement, parce qu'on a eu, en 2007, quand j'ai été élue, il y a pas mal de femmes dans la trentaine qui ont été élues, qui sont entrées au Parlement. Et la plupart de ces femmes ont fait des bébés. Et la plupart de ces femmes ont continué à faire de la politique. Et je trouve que c'est un message très, très positif. Maintenant, ça exige évidemment certaines organisations, certaines données organisationnelles. Et la coprésidence chez les Verts, ça, c'est typiquement un exemple aussi de ce qu'on peut faire pour concilier la vie de famille et la vie politique. Moi, j'aurais jamais pris une présidence seule. Parce que je savais, pour avoir beaucoup fréquenté Uli Leuenberger, notre prédécesseur qui était président seul, l'immense travail que ça représente d'être président pour toute la Suisse, pour toutes les régions linguistiques, seul. Et j'ai vu le travail que ça représentait pour lui, et je me suis bien rendu compte que c'était pas possible avec un enfant. Donc cet arrangement aussi, le partage du pouvoir, ça permet à des femmes comme moi, qui ont un enfant en bas âge, de continuer à prendre des responsabilités politiques, et puis de pouvoir le faire de manière harmonieuse en gardant du temps pour un enfant. Vous voyez, quand je disais au début de l'interview, vous étiez politicienne 24 heures sur 24, même votre choix d'un bébé, d'arrêter de travailler ou non, c'est un choix qui était d'idéologie politique pour le grand nombre, en fait. Non, c'est pas un choix d'idéologie, je l'ai fait, enfin c'est pas seulement des idées, je c'était le vis aussi au pour quotidien, un message. Je peux vous dire. Oui, oui. Mais le choix mais, était aussi de dire, je veux passer un message positif. Non, j'ai pas. Est-ce que vous êtes en train de me dire j'ai fait un bébé pour ça? Non, mais peut-être que vous êtes resté aussi, vous êtes accroché à la vie politique pendant cette période de maternité pour ça, non? Non, tout simplement parce que ça me passionne et que pour moi la question ne se posait pas, ça c'est clair. Mais j'ai choisi d'en parler. Parce que j'aurais aussi pu dire, bon, vous ne pouvez pas cacher une grossesse, moi je suis, quand on est en session, on est sans cesse photographié et filmé. Surtout vous, effectivement, la différence est quand même frappante. Ça c'est assez vite vu, mais j'aurais très bien pu dire, je refuse d'en parler. Complètement. On est dans un pays où la presse est très respectueuse. Donc, si vous souhaitez ne pas parler de quelque chose, les journalistes respectent ce choix. Donc, j'aurais pu le faire. J'ai choisi justement d'en parler parce que je voulais, alors effectivement, faire passer ce message et dire aux femmes, vous pouvez faire de la politique, vous pouvez avoir un enfant. Et le fait est qu'après justement cette grossesse, toute une série de mes collègues, je ne sais plus combien on était, mais au moins 5 ou 6 de mes collègues, de tous les partis d'ailleurs, tous les partis ont eu leur bébé. Et l'ont prouvé. et voilà, on a eu toute une série de femmes enceintes au Parlement qui ont continué leur mandat en s'organisant comme elles pouvaient. C'est pas facile, mais on peut le faire. Vous disiez que parfois vous donniez enfin pas vous, mais que des politiciens donnaient des consignes de ne pas parler de certains sujets. Vous ne l'avez pas fait aujourd'hui, je crois qu'on a parlé plutôt de pas mal de sujets. On a passé de votre vie privée à la vie des Verts, la vie politique. Je vous remercie beaucoup, Adèle Torrent. Merci à vous.